L'invité ce matin, Boris Vallaud, député PS des Landes et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Motion de censure, tension dans les hôpitaux comme dans le secteur de l'énergie, la promesse du 100% d'application des OQTF, les obligations de quitter le territoire, le PS et l'immigration. Macron est-il de droite ou de gauche? La guerre en Ukraine, la rencontre aussi avec Giorgia Meloni. Autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons donc par les motions de censure sur le budget débattu cet après-midi. Elles n'ont quasiment aucune chance de faire trembler le gouvernement, faute de majorité. LR ne votera pas, le RN ne votera pas celle de la NUPS, et la NUPS ne votera pas non plus celle du RN. Du coup, à quoi ça sert d'ailleurs de déposer ces motions ? D'abord dire un désaccord dans la forme et un désaccord dans le fond. D'abord sur la forme. Moi je vous rappelle au lendemain de l'élection législative qui n'a pas donné de majorité absolue à Emmanuel Macron, ce que disait le président de la République. Il disait il va falloir légiférer autrement, il va falloir gouverner autrement. Et puis ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il fait exactement comme avant, comme s'il avait été élu au premier tour, qu'il avait une majorité absolue. Et les monologues de Bercy n'ont pas été les dialogues annoncés. La recherche de compromis reste un mot. Et en réalité, il n'y a aucun changement de pratique. Moi, je voyais au fond dans cette majorité relative, dans le pluralisme de l'Assemblée nationale, une chance de faire vivre le Parlement, j'allais dire, donner à l'Assemblée nationale une centralité nouvelle. Et j'ai fait, dès mes réponses au discours de politique générale à Madame Borne, des propositions de méthode. La réalité, c'est que nous nous sommes heurtés à un mur et que nous n'avons examiné que 4 des 26 articles du projet de loi de finances pour 2023. Et puis, le coup près tombe. Le coup près tombe alors qu'il n'y a pas d'obstruction parlementaire, que le groupe Renaissance a déposé infiniment plus d'amendements que le groupe socialiste, par exemple, et que un certain nombre d'amendements ont été adoptés par tous les bancs de l'hémicycle, y compris des amendements de la majorité. Je pense à celui plein de bon sens, plein de justesse et de justice de Jean-Paul Mattei, qui est le président du groupe Modem, qui a proposé de taxer les superdividendes. Un effort de justice fiscale. Vous regrettez que ce ne soit pas finalement retenu, quoi. Mais je regrette que nous ne soyons pas allés plus loin dans les débats. Le gouvernement pouvait le faire. Je regrette qu'il n'ait pas, dans les amendements qu'il a repris, il a repris essentiellement ceux de la majorité, il n'ait pas repris un certain nombre d'amendements qui relevaient finalement d'un vote souverain de l'Assemblée. Un deuxième, par exemple, qui concerne les Françaises et les Français. Ma collègue Christine Pires-Beaune, qui est députée socialiste du Puy-de-Dôme, avait proposé que la réduction d'impôt dont bénéficient les résidents en EHPAD se transforme en crédit d'impôt. C'est-à-dire que pour les plus modestes, ils puissent aussi bénéficier de cette aide. Parce que les restes à charge demeurent très lourds pour un certain nombre de résidents, pour un certain nombre de familles. C'était 200 € par mois pour alléger cet effort. Et nous avons besoin d'être aux côtés de nos aînés. Ça a été voté et ça a été balayé par la majorité. C'est-à-dire que si la majorité avait fait quelques concessions, vous ne vous seriez pas associé peut-être à cette motion de censure de la NUPS? Parce que la NUPS, on avait compris, en tout cas chez LFI, que quoi qu'il en soit, on voulait faire du blocage, quoi, non ? Écoutez, est-ce que vous en avez eu la démonstration? Moi, j'ai vu des LFI qui participaient au débat et qui ont déposé 168 amendements contre les centaines qui ont été déposés par Renaissance. Moi, je voudrais vous dire une chose, comme président du groupe socialiste. Par principe, nous ne prêchons jamais de ce que sera notre vote. Et nous n'avons jamais dit que nous voterions contre tel ou tel texte. Nous nous engageons dans un débat avec l'espérance de convaincre, avec la conviction que, dans l'histoire, nous avons été capables, dans cette Assemblée, de grands accords républicains, de lois immortelles. Mais ça suppose d'écouter, ça suppose de respecter, ça suppose de ne pas faire semblant. Et souvent, le gouvernement fait semblant. Et puis, il y a un désaccord qui est un désaccord de fond, un désaccord politique. Le gouvernement a refusé des efforts de solidarité nationale, de justice fiscale. Par exemple, en refusant une taxation sur les superdividendes, sur les superprofits des multinationales qui sont enrichies. Ça, c'est ce que vous regrettez le plus, quoi, aujourd'hui. Oui, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce refus de recettes nouvelles, de cette solidarité nationale, de demander des efforts à ceux qui le peuvent, les multinationales, les plus riches? Eh bien, il y a derrière l'idée que nous allons faire rembourser, le gouvernement va faire rembourser aux plus modestes le quoi qu'il en coûte, ce qu'on a applaudi à 20h. Bon, mais en même temps, il y a eu quand même beaucoup de dépenses supplémentaires, quelques 700 millions quoi, dans ce budget. Donc, à un moment donné, il y a des efforts d'un pays qui est très endetté. Précisément, je ne dis pas que le gouvernement ne fait rien, je dis juste qu'à un moment donné se pose la question de savoir qui va payer la facture. Et que si nous le faisons payer aux caissières, aux ouvriers de l'agroalimentaire, aux éboueurs,
aux soignants, que nous faisons payer à travers une réforme des retraites, une réforme de l'assurance chômage, aux retraités, aux chômeurs, aux soignants, aux malades, la facture, je dis que ça n'est pas juste. Donc vous allez maintenir la pression après. Donc il y aura ces passages sur le budget, mais vous allez continuer, y compris sur la réforme des retraites. Nous allons maintenir l'existence de justice, l'exigence d'être aux côtés de celles et de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, quand ils ont un travail, quand ils arrivent à en vivre. Voilà pourquoi il y a une question de justice fiscale. Les multinationales ne payent pas leurs impôts, qui les payent. Les PME, des chefs d'entreprise qui prennent des risques personnels, souvent tous les jours. Les hyper riches, à qui on a fait bénéficier de la flat tax, par exemple, ou à qui on a rendu l'impôt sur la fortune, ont un taux d'effort qui finit par être inférieur à ceux qui rentrent dans la première tranche de l'impôt sur le revenu. Cette justice, c'est au fond la condition pour vivre ensemble dans une forme de commune humanité. On a besoin de services publics. On pourra parler de l'hôpital. On a besoin de politique sociale. On a besoin que le travail paye. C'est-à-dire que les salaires payent, un meilleur partage de la richesse. Alors, tout ça, c'est des débats qu'on continuera de porter. Justement, sur le front de la santé, il y a eu 150 millions de débloqués hier pour la pédiatrie. C'est assez ou insuffisant selon vous ? Écoutez, c'est une mesure d'urgence qui ne résout pas structurellement cette difficulté des pédiatres hospitaliers au moment où l'épidémie de bronchiolite arrive. C'est aussi, j'allais dire, le symptôme d'un hôpital qui est malade, qu'il est depuis longtemps. C'est tout le secteur de la santé, les médecins généralistes, les pharmaciens. Ce matin, vous avez raison vous avez été aux affaires. Pourquoi on n'a pas anticipé tout ça ? Alors, vous avez raison de dire que chacun doit prendre sa responsabilité et en tirer des conclusions positives. On a demandé des efforts à l'hôpital depuis longtemps et aux soignants en particulier qui sont considérables. On a atteint, il y a déjà maintenant plusieurs années, un point de rupture. Rappelez-vous, avant la crise de la Covid, 18 mois de grève des hôpitaux. Nous avions formulé des propositions, notamment pour mettre plus de budget à l'hôpital, pour relancer l'investissement. À l'époque, on s'était heurté à un mur. Où nous en sommes aujourd'hui ? Nous en sommes à des difficultés qui ne sont pas réglées. Il y a besoin à la fois de plus de moyens et d'une réforme structurelle sur la gouvernance, sur la tarification, sur, l'appréciation des besoins en santé plus que de l'offre de soins. Et de ce point de vue-là, parce que vous savez qu'il y a aussi une motion de censure sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce que nous dénonçons, c'est un budget de la santé qui facialement est en augmentation de 3,7%, mais qui est inférieur aux 4,3% d'inflation. En réalité, pour la première fois, le budget de la santé augmente moins que l'inflation. Ça veut dire qu'en réel, eh bien, il y aura une baisse du budget de la santé. Et donc, il y a un effort de solidarité. Pourquoi on propose des recettes nouvelles ? Pas pouvoir payer ces services publics. Juste un tout petit exemple. On a beaucoup parlé des super profits, de Total en particulier, d'un certain nombre de grandes entreprises. Mais structurellement, les multinationales consolident 40% de leurs résultats dans des paradis fiscaux. Il manque à la France et à tous les pays de l'Union européenne 20% de ce que normalement devrait rapporter l'impôt sur les sociétés. Ça manque à qui ? Ça manque aux Français et à leurs services publics. Venons-en, il y a les obsèques de Lola aujourd'hui, et à cette occasion on a reparlé des OQTF. Olivier Véran l'a répété hier, objectif 100% d'application de ces OQTF, les obligations de quitter le territoire. Vous y croyez, vous ? Écoutez, ce sera extrêmement difficile. On aura, je crois, en décembre, un débat sur l'immigration. Les socialistes, comme l'ensemble des groupes parlementaires, y participeront. Et j'ai monté un groupe de travail pour nous y préparer. Il y a la question de l'exécution et des reconduites à la frontière. C'est un sujet qui est important. Mais il y a aussi la question de l'accueil, de l'intégration. Il y a la question de comment les étrangers font valoir leurs droits. Il y a toutes ces questions sur lesquelles il faudra se pencher sans se défausser, sans caricature, sans être gouverné par des préjugés, ce qui est souvent le cas. Est-ce qu'il faut revoir l'accueil ? Parce que on parle effectivement de revenir sur l'application de ces OQTF, mais est-ce qu'avant ça, il ne faut pas peut-être réguler un peu aussi les entrées sur le territoire ? On a l'impression que non, en fait, on peut laisser rentrer l'immigration. L'immigration est un fait historique, j'allais dire à la fois ancien, et donc on laisse faire, quoi. Je ne dis pas qu'on laisse faire. Et on le prend comme une donnée. La question, c'est comment on accueille bien. Comment tous ces étrangers, tous ces étrangers, qui accueille-t-on, Boris Vallaud ? C'est peut-être. Est-ce que ce n'est pas la question ? Qui accueille-t-on aujourd'hui sur le territoire ? La question, c'est qui doit-on accueillir ? La première question, c'est est-ce que les pays occidentaux font l'effort qu'ils ont annoncé depuis les années 70 pour aider au développement d'un certain nombre de pays de départ ? C'est un sujet qui est un sujet important. Vous savez, on n'a que
on a des milliers de raisons de rester chez soi. On n'en a que quelques-uns de partir, parce qu'il y a la guerre, parce que on meurt de faim. On n'a pas réglé cette question-là des pays de départ. Et puis la question d'accueillir. Oui, c'est vrai, en France, on accueille mal. Et on se retrouve avec des situations qui deviennent inextricables. Est-ce que par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde, on accueille vraiment plus mal en France au niveau des aides, etc. Citez-moi un pays où on accueille... L'Allemagne, par exemple, quand je dis accueillir mieux, ça veut dire aussi la question de la formation, la question de la langue, la question du partage de nos valeurs. Je crois que nous avons aussi des étudiants que nous formons qui ensuite pourraient travailler dans nos entreprises. Moi, je vois aujourd'hui le MEDEF se poser la question de comment on peut garder un certain nombre d'entreprises dans des secteurs en tension. Et puis il y a des gens, des étrangers, qui une fois qu'ils ont épuisé l'endroit, ont vocation à être reconduits. Et pour cela, évidemment, les décisions... Oui, mais on ne peut pas accueillir et les reconduire. Vous le savez, c'est extrêmement compliqué quand ils ont épuisé... Écoutez, je vous ai bien compris que je distinguais les deux. Oui. Il y a ceux qui ont des droits à faire valoir et une fois qu'ils les ont fait valoir, doivent être bien accueillis, bien intégrés à la République et à la société française. Et puis, il y a ceux qui ont fait valoir leurs droits, mais les ont épuisés et ont vocation à être reconduits. Et puis, il y a des interstices sur lesquels il faudra travailler. Boris Vallaud, puisque vous voulez effectivement ouvrir sans tabou ce sujet au sein du Parti socialiste sur l'immigration, est-ce que vous faites le lien aussi avec l'insécurité ? Écoutez, vraiment, je vais vous dire, parce que là, je vois bien à quoi vous faites allusion. Les récupérations politiques de ces derniers jours, autour d'un drame épouvantable, m'ont révulsé. Je dis m'ont révulsé. Donc il y a dans quelques heures les obsèques de cette jeune adolescente. Non mais moi je ne faisais pas référence à ça. Par exemple sur les mineurs étrangers, les mineurs migrants qui ne sont pas des mineurs. On s'aperçoit que 90%. Attendez, alors les études disent quand il y a des interpellations, 90% ne sont pas des mineurs. Donc ne les appelez pas les mineurs. S'ils sont mineurs, ce sont des mineurs non accompagnés et qui comme tout mineur, mais ils se déclarent mineurs à la protection. Il y a une appréciation de la réalité de leur minorité ou de leur majorité. Et évidemment, les décisions, dans un cas comme dans l'autre, ne sont pas les mêmes. Les mineurs isolés sont d'abord des mineurs avec la nécessité de les protéger. La protection de l'enfance, que l'on soit né en France ou que l'on soit étranger, 90% de ces jeunes qui se disent mineurs, quand ils sont interpellés, sont majeurs. Oui, il y a la différence entre se dire mineur et l'être effectivement. Mais ceux qui sont mineurs ont droit à la protection de l'enfance. Et de ce point de vue-là, il faut être absolument intransigeant. Sinon, tout se vaut, rien ne se vaut. Voilà. Boris Vallaud, il est 8h31, il nous reste 2 minutes maintenant. Emmanuel Macron a rencontré hier soir en toute discrétion la nouvelle dirigeante italienne Giorgia Meloni. Il devait la rencontrer ? Écoutez, il est le premier chef d'État à le faire. Il n'était pas forcément obligé d'être au premier rang de cela. Il était à Rome hier avec le forum. Il faut qu'il soit, et j'ai pas eu le sentiment dans sa déclaration, dans le tweet qu'il a fait, qu'il a été, il faut être sans naïveté, sans complaisance, avec un gouvernement qui est un gouvernement d'extrême droite, avec une première ministre qui est issue d'une famille politique admiratrice de Mussolini. Voilà, il faut le dire. Et être exigeant sur ces questions européennes, en particulier sur les questions de droits humains, de liberté fondamentale, de démocratie, tous ces sujets qui sont Mais il faut discuter avec elle, quoi. Il faut la rencontrer, non ? Elle est là. Oui. Il faut lui parler avec exigence. Voilà. Avec exigence. À propos aussi de la guerre, en un mot aussi de la guerre Ukraine-Russie, Emmanuel Macron dit que il y aura peut-être une paix quand les Ukrainiens le décideront. Comment comprenez-vous et interprétez-vous cette déclaration ? Quelques sorties de Mme Colonna, du président de la République. Je crois que le pire dans cette guerre, c'est de laisser planer une forme d'ambiguïté. L'agresseur, c'est Vladimir Poutine. La guerre, c'est une guerre contre l'Ukraine, une guerre en Europe et contre l'Europe. Et aujourd'hui, la France, comme tous les pays du monde, ne connaît qu'une frontière internationalement reconnue, c'est celle de 91. Et donc il faut être aux côtés des Ukrainiens dans cette guerre. Et le peuple humilié aujourd'hui, c'est le peuple ukrainien. Il faut le dire sans embâche. La France doit être à côté du droit, à côté de ceux qui sont les combattants de la liberté et de l'ordre international. Merci Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, était l'invité ce matin de Sud Radio.